Alors on va revenir un petit peu sur Hercule pour parler des aspects de l'Atlantide en matière de faune et de flore. Et on va commencer par reparler d'Hercule, le fameux Héraclès, Smelkart, qui doit partir dans un de ses travaux. Il doit partir, on lui demande d'aller chercher les pommes d'or qui sont dans le jardin des Hespérides. Et donc, les écrits de Platon indiquent plusieurs critères du fruit atlante, de pommes d'or, en fin de compte. Ça pourrait être ces pommes d'or. Et donc, Platon, lui, ne parle pas des pommes d'or d'Hercule, mais l'Atlantide possède des fruits ligneux, donc avec une peau épaisse et dure, à l'origine de boissons, d'aliments et de parfums. Et l'Atlantide possède un fruit dont la conservation est assez difficile. Et c'est un fruit qui, en Grèce antique, était servi après le repas, facilitant la digestion, nous dit Platon. Alors, on peut faire le lien avec les pommes d'or d'Hercule, puisque Héraclès, il va chercher des pommes d'or au jardin des Hespérides, là où sont situées les filles d'Atlas. Donc, je vous rappelle qu'Atlas, c'est le roi principal de la ville d'Atlantis, qui soutient donc le ciel. Et donc, ces filles dans le jardin des Hespérides, ce serait vers le Maroc et l'Espagne. Et cette quête des pommes d'or, elle fait passer Héraclès par Tartessos pour l'auteur grec Phérécide. Donc vous voyez qu'on reparle encore des mêmes éléments. On voit ici dans cette mosaïque, Hercule vole les pommes d'or des filles d'Atlas, hein, dans le pommier, et on voit qu'il y a d'ailleurs un serpent, ça ne vous rappelle rien, la pomme, le serpent, vous voyez que tout ça, les syncrétismes se superposent. Et donc le serpent qui défend le pommier, enfin, du moins en tout cas, je sais pas si c'est un pommier, en tout cas les pommes d'or, hein, des fameuses filles d'Atlas. Alors on va essayer de savoir un petit peu, de trouver ce qu'était ce fameux fruit, en fin de compte, ligneux, à l'origine d'aliments que les Grecs mangeaient pour faciliter leur digestion, qui servait aussi à faire des parfums. Donc, encore une fois, on va essayer d'éliminer ce qui est impossible. Donc, les oranges, elles sont inconnues des Grecs à l'époque de Platon, puisqu'elles sont originaires de Chine et elles vont être amenées d'Orient par les croisades au XIe siècle. L'ananas, c'est un fruit originaire d'Amérique du Sud, qui est inconnu des Grecs à l'époque de Platon aussi, puisque les Grecs ne sont jamais allés en Amérique du Sud. La grenade, elle est originaire d'Asie centrale et elle est connue depuis la plus haute antiquité. Elle est peu odorante, elle n'a pas d'effet sur la digestion, donc ça aurait pu en faire une candidate, mais en fin de compte, elle n'a pas tous les critères des pommes d'or. Le citron, lui, il est issu du croisement de la bigarade et du cédrat au 5e millénaire avant Jésus-Christ, et il ne correspond pas à tous les critères énoncés. Ça, c'est les moins qu'on puisse dire. Donc, alors, qu'est-ce qui pourrait correspondre aux pommes d'or? Eh bien, il existe un fruit qui pourrait correspondre aux pommes d'or des Atlantes, dans le jardin des Hespérides, des filles d'Atlas. Et un fruit qu'on a un petit peu oublié, ou qui n'est pas très présent dans nos cultures occidentales, surtout plus on remonte vers le nord, moins c'est le cas, c'est le coing. Mais pas n'importe quel coing, il existe un coing, le coing qui a, dans tous les cas, le coing en général, il a une peau qui est très épaisse et dure, donc ligneuse, telle que le décrit Platon, ça pourrait correspondre au terme qu'il emploie de ligneuse, hein. Donc assez dur. Et le coing, il peut être pressé pour faire du jus. Il y a des espèces qui sont de coings qui sont à chair douce et qui se mangent donc au couteau comme une pomme, en fin de compte. Le parfum du coing, il est très très odorant à tel point que on peut en faire des parfums et que les Romains faisaient des parfums avec le coing. Le coing, comme le dit Platon, c'est un fruit qui se conserve très difficilement, comme apparemment les pommes, les fruits que décrit Platon, le fruit des Atlantes. Et d'après la tradition locale sur l'île de Malte, eh bien, une cuillère à café de confiture de coing que vous mettez dans une tasse d'eau bouillante, ça vous permet de vous soulager si vous avez des problèmes intestinaux. Donc ça facilite énormément la digestion. Et d'ailleurs, Don Quichotte suggère d'ailleurs à son fidèle Sancho Panza
quelques tranches de coin pour soulager ses problèmes de digestion dans le fameux roman de Cervantes, qui est un roman espagnol, qui est le roman de la littérature espagnole. Euh, enfin le roman, en tout cas un des plus connus. Et il y a des coins doux qui sont appelés pommes d'or, même dans l'Antiquité, d'après l'auteur latin Columelle. Donc, ils sont appelés, ces pommes, elles sont appelées aussi les pommes de Sidon, en Crète. Et sa robe, elle est jaune. Son apparence, regardez, je vous ai mis une photo à côté, on dirait vraiment de grosses pommes, hein. Et ça peut être le candidat idéal pour les pommes d'or qu'Hercule va chercher au jardin des Hespérides chez Atlas. Et en plus, ça tombe très bien parce qu'il faut savoir que la culture européenne et surtout la culture portugaise, les Portugais connaissent très très bien ces fruits. La culture portugaise du coin, elle remonte à l'aube des temps. C'est-à-dire c'est un fruit qui est très connu au Portugal. L'espèce la plus connue et une des principales variétés de coin qui est la plus appréciée, c'est celle du Portugal. Donc dans le sud de l'Espagne. Et donc du côté de l'Atlantique, on peut pas être plus atlantique qu'au Portugal et on peut pas être plus dans l'Espagne, sur la péninsule ibérique, que, que dans cette partie que Portugal. Donc encore une fois, eh bien on a trouvé quelque chose qui correspond. Alors, si les Atlantes sont de grands marins, puisque leur dieu c'est Poséidon, le dieu de la mer, eh bien, ils sont, le dieu de la mer a son char qui est tiré par des chevaux, et les Atlantes sont de grands fans de chevaux, puisque sur l'île d'Atlantis, sur un des cercles, un des plus grands cercles de la ville d'Atlantis, il existe, d'après Platon, un hippodrome de course de chevaux qui faisait le tour du plus grand cercle de terre sur 150 mètres à 200 mètres de large pour environ 12 à 15 kilomètres donc de circonférence. Eh bien, Platon nous dit qu'il y avait un hippodrome de course sur la ville d'Atlantis, dans cette ville. Donc on peut imaginer que pour qu'il y ait un hippodrome au plein milieu d'une ville, il faut quand même être assez passionné de chevaux. Et donc, il y aurait des traces de passion chez les Andalous, dans cette partie de l'Espagne? Eh bien, il se trouve que c'est ce qu'on va essayer de démontrer, c'est le cas. Donc, il y a des chevaux qui sont semi-sauvages qui existent encore en Espagne. Je crois que c'est un des rares pays dans le monde où on peut encore voir des chevaux en liberté, en semi-liberté, semi-sauvages, qui gambadent dans les montagnes et dans les propriétés donc espagnoles. Les chevaux espagnols du sud-ouest, donc du côté de l'Andalousie et du sud du Portugal, ils sont extrêmement réputés à l'époque antique. Il est dit que les juments sont fécondés par Zéphyr, le dieu des vents. Ce dieu des vents qui habite lui-même près du cap Saint-Vincent, donc à l'extrémité sud du Portugal, du côté de la faille qui se situe dans l'océan Atlantique, vous savez, au niveau des tremblements de terre. Le cheval de pure race espagnole s'appelle aussi cheval andalou. Voilà, et c'est une race très ancienne qui est aussi appelée le cheval des rois. Donc, dont la robe est blanche, donc elle est blanche à gris clair, parfois pommelée un petit peu. Mais vous en avez un exemple ici de cheval andalou, donc vous voyez comme ils sont magnifiques, hein, des chevaux blancs. Donc cheval andalou, le plus prisé, c'est le plus prisé dans l'Antiquité. Et c'était identifié comme le cheval des rois. Donc quand vous étiez un roi, il fallait que vous ayez un cheval blanc. Voilà. Alors c'est pas le cas puisque Alexandre le Grand, lui, il va prendre un cheval noir, un bucéphale, comme tout le monde le sait. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de rois qui ont dû utiliser des chevaux blancs pour démontrer le caractère royal de leur personne. Les chevaux blancs sont le plus souvent associés au soleil, donc au chariot du soleil ou à la course du soleil dans le ciel. Le cheval blanc, il est dans la culture humaine au centre d'énormément de mythes, de légendes, de contes, de traditions et de représentations à travers le monde. Et, et donc, et en plus, c'est celui qui
qui tire le char de Poséidon, donc ce qui peut expliquer ceci. Donc, en tout cas, la passion pour les chevaux en Andalousie n'est pas à démontrer puisque le cheval espagnol c'est le cheval andalou et le cheval des rois c'est le cheval blanc andalou aussi. Donc j'imagine que pour que s'il y ait une telle tradition, ça doit remonter à très très loin. Alors pour que le cheval soit un élément de passion, on va essayer de le démontrer encore un peu plus. Eh bien, c'est un motif rupestre atlante et ibère extrêmement important. Vous voyez encore ici, tout à l'heure on parlait des. Je vous ai mis une seule illustration sur le côté navigateur des Atlantes, mais vous voyez qu'il y a un autre. Sur une autre stèle, ici, on retrouve les éléments des Atlantes, on retrouve une structure concentrique ici, on retrouve ici un cheval avec un animal, un taureau, peut-être avec des cornes qui bondit. Vous avez d'autres ici, peut-être un lion ici, ou un animal à quatre pattes. Et puis ici, vous avez des bateaux avec des rames, vous voyez. Hein. Donc c'est un ensemble rupestre qui est tiré du rapport archéologique Corpus de la rupestre en Extremadura, hein, d'Espagne en 2007 par Hipólito Collado et tous les auteurs que vous pouvez voir ici, José Julio García Arranz, Arturo Domínguez García et María Amparo, Aldecoa Quintana aussi. Voilà, on distingue donc, comme je vous l'ai dit, le plan Atlantis, les trois cercles, une crinière qui flotte au vent d'un cheval, voilà, et puis des navires. Donc c'est une peinture rupestre qui a été découverte en Espagne et qui date de 15 000 ans avant notre ère, euh, et qui présente ce qui semble être un harnais peint sur un cheval. Voilà, donc ça c'est pas celle-ci, mais c'en est une autre qui a été découverte en Espagne, donc une peinture qui montre un cheval avec un harnais et qui date de 15 000 ans avant notre ère, donc à moins 15 000, donc il y a 17 000 ans. L'origine, les recherches sur l'ADN des chevaux espagnols, ils ont révélé des traces de domestication du cheval qui remontent à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze sur la péninsule ibérique. Donc vous voyez que voilà, c'est aussi un élément de preuve. Et puis que la présence de chevaux en Espagne durant la préhistoire elle est attestée par des dessins, les dessins de la grotte de la Pileta, près de Malaga, où il y a de nombreuses autres représentations, mais il y a aussi de nombreuses autres représentations historiques, préhistoriques qui existent en Espagne, avec énormément de représentations de chevaux, que ce soit dans les cavernes euh, et les grottes, avec parfois même des signes, des lettres pré-tartésiennes, donc qui correspondent à des lettres de l'alphabet tartésique. Donc voilà, on tourne toujours autour des mêmes éléments de preuve. Hein. Alors, après donc le cheval, où il y a un hippodrome qu'on a retrouvé, le cheval andalou, le cheval des rois, le cheval blanc, les chevaux de Poséidon, la tradition donc de- de cheval andalou, les chevaux en liberté que l'on retrouve en Espagne, et puis toutes ces gravures rupestres que l'on a dans la péninsule ibérique. Eh bien, il y a un autre élément, peut-être, pareil, une analogie de preuve qui n'est pas une preuve en soi, mais qui participe au faisceau d'indices de preuves. C'est que si vous retrouvez dans les monnaies antiques tout un tas de motifs, vous voyez, les Césars se font représenter et vous avez souvent la tête des rois, mais dans les monnaies celtes, vous avez d'autres représentations. Eh bien, en Espagne, en Ibérie, les monnaies antiques, bah, la plupart du temps, qu'est-ce que vous avez? Vous avez énormément de chevaux au dos des monnaies. Sur les monnaies antiques, vous avez très 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 fréquemment, bon, je ne pourrais pas je n'ai pas fait d'études dans la matière, il faudra en faire une sur la proportion de chevaux qui se trouvent sur un des côtés des monnaies espagnoles et ibériques de l'Antiquité. Mais la majorité des monnaies, je pense qu'il y a une majorité de monnaies antiques ibériques qui ont une face avec un ou plusieurs chevaux, avec ou sans un cavalier dessus d'ailleurs, hein, ce que les Espagnols appellent une trinette, c'est-à-dire un cavalier. Hein. Et de l'autre côté, souvent, il y a une tête, la tête du roi ou du héros qui est concerné. Et donc, je vous en ai mis un petit échantillon, donc vous voyez, il y a de toutes les sortes. Ici, vous en avez deux, vous voyez, avec un soldat, un cavalier, c'est un soldat avec un bouclier. Hein.
Ici encore un autre avec une épée. Ici un autre avec une lance. Un autre avec une lance de la même forme. Et ça peut être aussi une tête de cheval de l'autre côté. Ici vous avez un cheval seul. Et puis ici vous n'avez même pas la tête du roi. Vous avez des épis de blé. Et puis à peu près le même type de cavalier que celui que vous retrouvez ici. Vous voyez, il a un peu le même type de bouclier avec d'ailleurs des cercles concentriques comme vous pouvez le voir par hasard. Alors, comme on a pu le voir, le cheval en Espagne, c'est une longue tradition. C'est des chevaux sauvages qui n'existent pas ailleurs. C'est le cheval des rois. C'est une valeur, c'est quelque chose qui a une valeur symbolique sur les pièces de monnaie. Mais le cheval aussi en Espagne, c'est quelque chose qui a une valeur sacrificielle. Car si on ne sacrifie quelque chose au dieu, si on sacrifie quelque chose au dieu, c'est que ça a une très très grande valeur. On ne sacrifie aux dieux que ce qu'on a de plus précieux pour obtenir de leur faveur. Et donc, les chevaux donc, ont donc une valeur importante. D'ailleurs, quand vous êtes un noble, il n'y a que les nobles qui ont, ou les gens importants de la société qui ont des chevaux, hein. Comme d'ailleurs dans la civilisation romaine, les chevaliers, c'est là que ça vient, c'est ceux qui ont des chevaux, il n'y a que qui en ont, et donc ça va leur permettre d'ailleurs d'avoir une position sociale différente des autres. Donc la possession d'un cheval, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé, et on imagine que plus on remonte dans le temps, plus c'est important. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si le cheval a une valeur importante, durant la civilisation tartésique, donc dans la partie sud de l'Espagne, elle a une très grande valeur autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que dans les sites, des sites où on a retrouvé des sacrifices d'animaux à Canchoroano, près de Zalamea de la Serena, et dans le dernier site qui a été trouvé à Turuñuelo de Gareña, près de Medellín, au nord de l'Andalousie, eh bien, ces deux sites comprennent des traces de sacrifices qui sont essentiellement faits de chevaux, et dans des proportions très importantes, quoi, hein. Donc, qui est au-delà de la dizaine, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est qu'on peut voir aussi que sur les pierres, sur les mêmes pierres, vous voyez ici, on voit encore la représentation d'un char écrasé, comme on l'a vu tout à l'heure. Le guerrier avec son char, ici vous voyez le guerrier avec son épée, il a une lance ici. Ici vous avez les formes, la ville avec le canal qui rentre, les trois cercles concentriques. C'est donc le guerrier de la ville d'Atlantis avec son char. Donc un noble, c'est donc un noble, et donc vous voyez, donc c'est un char avec des chevaux, hein. On voit les chevaux et toujours de chaque côté du timon, comme on l'a vu. Ça, c'est une stèle qui se situe, la stèle qui était à l'entrée de Concho Roano. Ici, donc, vous voyez la localisation de Concho Roano sur la map, et vous aviez cette vision d'artiste, la vue artistique de ce temple de Concho Roano où étaient pratiqués des sacrifices importants en chevaux et autres. Et vous avez même un cheval en bronze. Ce cheval en bronze a été trouvé sur le site de Concho Roano. Donc, je ne peux rien vous dire de plus que je pense, et sans parler de Toruñuelo, qui est le dernier site qui vient d'être trouvé, ils ont retrouvé aussi des os de chevaux dans la partie sacrificielle du site qui a été recouvert et abandonné à Toruñuelo de Gareña. Donc, donc voilà, s'il y a un endroit où le cheval devait être honoré et avoir une grande valeur sacrificielle, après une valeur aussi symbolique, c'est toujours en Espagne. Donc si les Atlantes aimaient les chevaux, eh bien les Espagnols et les Ibères aussi. On va aborder la dernière partie de la faune avec les éléphants de l'Atlantide. Donc, après avoir vu donc les chevaux, les pommes d'or qui sont les coings, et tout ça qui semble donc globalement correspondre bien en matière de faune et de flore. Alors, il y a un dernier point qui est assez surprenant aussi, c'est que Platon, dans son récit d'Atlantide, il nous dit que l'Atlantide possédait une race d'éléphants particulière et très nombreuse. Et donc l'Atlantide possédait des éléphants. Alors, écoutez, vous avez ici une représentation des proboscidiens, donc en fin de compte, c'est toute la branche des espèces qui représentent
différentes espèces, en fin de compte, qui ressemblent à des éléphants. Vous avez donc différentes catégories. Ici, on peut imaginer que c'est un éléphant d'Afrique avec des grandes oreilles. Hein, ici, un autre type d'éléphant. Ici, un éléphant d'Asie avec des plus petites, et des cornes qui ressemblent à celui d'Afrique, un peu plus vers le bas. Euh, Ici, des animaux un peu plus préhistoriques. Ici, plus anciens, plus préhistoriques encore plus dans les autres aires, avec des dents, des défenses vers le bas pour creuser, pour fouiller la terre. Ici, le fameux mammouth avec sa tête caractéristique, hein, sa espèce de tonsure, de crâne un peu bombé, et des nœuds, et puis surtout ses défenses extrêmement courbes. Hein. Et, euh, et puis vous avez celui-ci, celui-là, qui est aussi ancien, un autre ici que je ne connais pas. Voilà. Donc le mammouth, bon, si c'était un mammouth qui a vécu dans les aires préhistoriques et dans les steppes froides d'Europe, comme on a pu retrouver, jusqu'en Asie, en Sibérie, le mammouth, on peut le caractériser, vous voyez, par des défenses qui sont extrêmement courbes. Hein. Et comment y aurait-il pu y avoir des éléphants en Atlantide si l'Atlantide avait été en Andalousie ou en Espagne, en Ibérie? Alors, on a retrouvé des éléphants nains sur l'île de Sicile. Vous avez ici son squelette. Mais un mammouth, un éléphant nain, enfin tout ça c'est un peu bizarre. Est-ce que je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on avait retrouvé quelque chose de plus caractéristique. Alors le mammouth, comme on vient de vous le voir, il est différent de l'éléphant par sa toison, ses oreilles qui sont pas tout à fait les mêmes, elles sont plus petites, son opercule nasal, il a un clapet, donc hein, il a des molaires à crête parallèle et des défenses qui sont extrêmement courbées, comme je viens de vous le dire. Et on a découvert des squelettes d'éléphants aussi bien en Crète, donc à Chypre, en Sicile, à Malte, et toutes ces espèces d'éléphants sont disparues sur ces îles. Alors, ensuite, on peut aussi se rappeler d'Hannibal qui est parti de Carthage et qui a traversé les Alpes avec des éléphants qui étaient sûrement des éléphants domestiqués africains. Euh, et quelle pourrait être cette espèce particulière d'éléphant en quantité assez importante en Atlantide? Est-ce qu'il y en aurait une qui serait concernée, qui existerait en Espagne? Eh bien, quand on cherche, on trouve. Alors, il y en a bien eu une. Il y a eu un éléphant européen qui est aujourd'hui disparu et qui a existé. Alors, pour les spécialistes, c'est une espèce d'éléphant qui est estimée avoir vécu il y a 35 000 ans. Et cette espèce d'éléphant européen, vous en avez une représentation ici. Vous voyez, son nom savant, c'est le Palaeoloxodon anticus. Alors vous voyez qu'il a une caractéristique, c'est un éléphant, ce n'est pas un mammouth. Hein, vous voyez qu'il n'a pas la calotte laineuse, hein, le petit bourrelet sur le dessus de la tête. Et qu'une des caractéristiques principales, vous voyez, c'est qu'au niveau des défenses, il n'a pas les défenses du tout recourbées comme un mammouth. Il a des défenses qui sont très très longues et relativement allongées devant lui. Donc voilà un petit peu ses caractéristiques. Et il n'a pas les mêmes dents que le mammouth, comme on a pu les décrire tout à l'heure dans la précédente diapositive. C'est cette espèce d'éléphant européen qui a vécu donc à l'ère préhistorique. C'est la plus grande de toutes les espèces d'éléphants qui a pu exister sur Terre et qui a disparu. Et à l'âge du bronze et du chalcolithique, donc la période du cuivre, soit jusque vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des analyses ADN elles ont montré que la présence majoritaire et de plus en plus importante de l'ivoire dans ce qui était produit par les êtres humains à cette époque-là, c'était issu en matière d'ivoire, hein, c'était issu essentiellement d'éléphants européens. Donc ce n'était pas de l'ivoire de mammouth au deuxième millénaire,
C'était des productions, des gravures sur de l'ivoire ou autre, ou des objets gravés dans de l'ivoire, mais qui provenaient d'éléphants européens, donc de Paléoloxodon antiquus. Et donc, le gros problème, c'est que ces artefacts, ils sont en général rarement datés. Donc, on ne connaît pas, en fin de compte, lorsque vous trouvez un objet de cet ivoire, ben, les archéologues font leur travail pour une fois à moitié, et ils ne datent pas, enfin, j'ai pas retrouvé d'éléments là-dessus, sur la datation de ces artefacts en ivoire. Voilà. Je sais pas, ça a peut-être pas d'intérêt pour eux de connaître l'âge de l'ivoire, mais ça en aurait un. Cette espèce d'éléphant, donc, comme je l'ai dit, elle est estimée avoir vécu il y a 35 000 ans, et donc s'être éteinte à cette période-là. Ce qui fait que, est-ce que une partie de ces éléphants aurait continué à perdurer en étant le dernier refuge sur l'île d'Atlantis, puisqu'on en a retrouvé dans les îles de Sicile, de Crète, de Malte. On a retrouvé des éléphants nains. Est-ce qu'une espèce plus petite aurait pu se maintenir et rester? C'est une question. Euh, il est prouvé scientifiquement que jusque vers moins 2000 à peu près avant Jésus-Christ, soit à l'âge du bronze, il y avait des mammouths qui vivaient sur l'île de Wrangel en mer de Sibérie orientale. Donc ça veut dire que au deuxième millénaire, au moment où les êtres humains continuent à fabriquer des choses avec l'ivoire de l'éléphant européen, à la même époque, il y a encore des éléphants sur des îles en Sibérie. Pardon, il y a encore des mammouths sur des îles en Sibérie. Donc pourquoi il y aurait pas une quantité d'éléphants qui se seraient maintenus sur l'île d'Atlantis en Andalousie, en face Cadix, et qui auraient survécu encore pendant longtemps, à l'abri en fin de compte des, des éléments et de l'activité humaine. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que du côté de Carmona, eh bien, Georges Bonsor, il a trouvé une tombe avec, vous voyez, une sculpture qui représenterait un éléphant. On voit ici les oreilles de l'éléphant, son dos un peu rond. Ici, la partie qui a dû être cassée avec, sûrement, qui devait représenter une trompe. Et donc, cette sculpture d'éléphant, elle est extraite d'une tombe antique qui a été fouillée par Georges Bonsor à Carmona, près de Séville, en Andalousie. Donc, vous voyez qu'il y avait des éléphants en Europe, une espèce qui a disparu. Alors, ce que disent les scientifiques, c'est que ces artefacts qui auraient été gravés par les êtres humains jusqu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en fin de compte, c'est des morceaux d'ivoire qu'ils auraient trouvés dans des grottes ou dans des endroits où il y aurait eu des cimetières d'éléphants, et qu'ils les auraient gravés dessus. Donc en gros, vous voyez, quand vous êtes, en fin de compte, c'est pas des éléphants qu'on aurait tués au deuxième millénaire et sur lesquels on aurait gravé quelque chose dessus. Ce seraient des défenses qui dateraient de 35 000 ans et que l'être humain aurait été cherché aux endroits où il se trouvait et qu'ils auraient gravé dessus. Alors, ne serait-ce que par rapport à... Alors, peut-être qu'on peut en trouver dans certaines grottes, s'il y a encore des gens qui vivaient au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui pouvaient exister dans les grottes, mais il y a 35 000 ans, ça veut dire que ces restes, ils sont déjà enterrés. Même dans les grottes, il y a de la sédimentation qui s'effectue. Donc vous ne pouvez pas, 35 000 ans après ou 33 000 ans après, graver, je pense, difficilement ou trouver de l'ivoire en quantité très importante pour graver des artefacts d'éléphants qui sont morts 33 000 ans avant. En plus, pourquoi sur des éléphants morts il y a 33 000 ans, enfin, alors que vous avez peut-être pris d'autres habitudes pour graver des choses sur d'autres éléments. Mais en tout cas, c'est la controverse qui existe au jour d'aujourd'hui sur ces gravures, sur ces artefacts qui ont pu être retrouvés. En tout cas, les gravures qui sont faites sur de l'ivoire au deuxième millénaire, ce sont des gravures qui sont faites sur des éléphants européens. Voilà, ce type d'éléphant. Ni du mammouth, ni d'éléphant d'Afrique, mais ce type d'éléphant. Alors on va voir qu'on en a retrouvé un petit peu plus que ça, donc puisqu'apparemment les éléphants étaient en quantité importante en Atlantide. Ils étaient particuliers, donc vous voyez que on peut retrouver ce genre de choses. Alors, des éléphants européens, oui, mais des éléphants en Espagne, plus précisément, eh bien, on va le voir. En 1979 et en 1980, donc c'est pareil, c'est assez récent, même si ça commence un peu à dater. Il a été trouvé sur la rive droite du Tage, près du lieu nommé Vaciatroches.
Lors de l'extraction de gravier et de sable pour la construction, on a trouvé des restes de 4 éléphants qui sont apparus avec les restes de défense fossilisés, donc, dont 3 appartiennent à des spécimens adultes et le quatrième un jeune. La plus grande défense, elle mesure 3,50 m. Vous voyez, donc, vous voyez ici, ce sont des photos et des dents et des défenses d'éléphants trouvées à Vaciatroches, près du Tage, dans la région de Tolède. Vous voyez, la région de Tolède par rapport à l'Espagne, c'est un petit peu nord d'Andalousie, mais c'est plutôt centre-sud de l'Espagne, hein, toujours. Un crâne avec des défenses fossilisées d'éléphants a été trouvé en Espagne lors de travaux près du polygone industriel de Tolède, toujours en Espagne. Son crâne et une partie de ses défenses sont exposés au musée Santa Cruz de Tolède. Et ces défenses, elles font 2,80 m de long, auquel il manque 50 cm au bout. Donc elles devaient faire 3,30 m. Donc par rapport au type de défense de l'éléphant européen, vous voyez que, regardez la forme d'ailleurs des défenses, les défenses elles sont pas du tout courbes, elles sont plutôt allongées comme celles des défenses européennes. Le crâne aussi représente plus une forme de crâne d'éléphant européen, alors que l'éléphant, le mammouth, a une bosse sur le dessus du crâne qui est beaucoup plus proéminente. Alors c'est difficile de connaître la période précise sans analyse, mais des éléphants antiques fossiles ont été trouvés en Espagne, non loin de l'Andalousie. C'est en tout cas ce qu'on peut en déduire. Donc vous voyez qu'on a trouvé des restes d'éléphants européens, plutôt dans le sud de l'Andalousie, et même si on ne connaît pas la date exacte, euh, il y a bien eu des éléphants européens en Espagne. Et encore plus probant en matière d'éléphants européens, ibères, espagnols, atlantes, on a retrouvé un cimetière d'éléphants en Espagne. C'est Francis Clark Howell qui, lors de 2 fouilles sur 2 sites à Torralba et Ambrona, près de Soria, alors c'est un petit peu plus vers le centre nord de l'Espagne, et qui en 1961, de 1961 à 1983, eh bien, il a mis en valeur, il a révélé la présence de 5000 outils de pierre, avec la présence d'ossements de plus de 2000 éléphants européens, entre autres espèces, mais essentiellement des éléphants européens. Donc, voilà ce qui a pu être retrouvé avec l'exemple ici. Vous avez donc le crâne et les défenses d'éléphants européens d'Ambrona, qui a été trouvé là-bas. Donc, vous voyez toujours les défenses très longues et pas du tout recourbées. Toujours pas la bosse caractéristique du mammouth. Donc, et voilà, à titre d'information, le mythe des cyclopes viendrait des crânes d'éléphants. C'est-à-dire que si vous prenez un éléphant qui est un bébé, un enfant, et bien vous voyez que vous avez le trou central qui évoque comme si en fin de compte ils n'avaient qu'un œil. Donc le mythe du cyclope viendrait de là. Vous voyez, c'est, euh, viendrait en fin de compte des crânes d'éléphants que les êtres humains retrouvaient à même le sol et qui se desséchaient, et qui perdaient leur défense. Et donc c'est ce qui faisait penser aux gens qu'il existait une race de cyclopes avec un seul œil au milieu du front. Ça viendrait en fin de compte du crâne des éléphants.